Bonjour à tous, Mosaïque on Tour ce samedi pour le Direct Foot. Le SFC affronte l'US Raon l'étape. La victoire sera difficile mais pas impossible. Rendez-vous dès 18h sur votre téléviseur ou sur www.mosaïque.tv. Voici le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'aglo, plus belle la vie. Ce 30 minutes, nous débutons par un retour sur l'essentiel de l'info. Assemblée générale du comité de défense des travailleurs frontaliers, le président tape sur la table contre le gouvernement. Après la casque, la communauté de communes de l'Albe et des Lacs joue également la carte de la transparence financière. 10 bougies et 10 années de challenge pour l'acteur de l'industrie automobile Magna Lorraine Emboutissage. Pas de frontières pour la police, exemple à Sarreguemines lors d'une opération franco-allemande de police de contrôle routier. Des églises en Allemagne et en France se mettent en marche pour la justice climatique. Le 6 décembre prochain, 9 listes au premier tour des élections régionales. L'état d'urgence, la phrase de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Parking souterrain du Carré-Louvain, réouverture complète après travaux de la ville malgré le litige en cours. Nous finirons par un gros plan. Au fil des ans, l'enseigne Gürtner s'est fait une renommée en Moselle-Est. Dans les coulisses de la torréfaction du café, Laurence Gürtner vous raconte la formidable histoire de leur développement. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous la pluie. Une embellie se dessine par la suite avec l'apparition de quelques éclaircies. Les températures se radoucissent, mais un nouveau changement est attendu dans la nuit avec la progression d'une perturbation pluvieuse. Côté température, les minimales iront de 0 à moins 2 degrés, les maximales de 5 à 7 degrés. Demain samedi 28 novembre, nous fêtons les Jacques. Le soleil nous accompagnera de 8h à 16h38. Et tout de suite, retrouvez notre séquence nature. Prenez le temps de l'observer et vous verrez que la nature regorge de richesses. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et vous retrouve dès demain. Erschkratzer nennt sich das. Ja. Viel Vitamine. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est parti pour l'essentiel de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Assemblée générale du comité de défense des travailleurs frontaliers. Le ton est à la revendication. On écoute le président au début de son allocution. Oui, chers amis, rien ne nous a été donné, rien n'est tombé du ciel. Ces acquis, nous les devons à notre détermination, à la solidarité sans faille qui règne au sein du comité de direction. Le message d'Arsène Schmitt est clair. Il faut se mobiliser pour voir des changements s'opérer. Devant un auditoire bondé, le président du comité de défense des travailleurs frontaliers en Moselle fait part de ses combats gagnés, comme celui de l'imposition des retraites allemandes qu'il juge discriminatoires. Alors il y a des combats gagnés et puis des batailles à mener. Oui, alors dans les combats gagnés, la grande victoire dont peut se targuer le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, c'est effectivement la fin de la double imposition sur les retraites qui était effective depuis 2005. Là, maintenant, ça y est, à partir du 1er janvier 2016, donc, les retraites ne seront imposées qu'en France, et la France reverse une participation à l'Allemagne. Alors, il reste cependant des combats à mener, c'est clair. Le cheval de bataille à l'heure actuelle du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, c'est par rapport à la reconnaissance du taux d'invalidité. Il n'y a pas les mêmes systèmes en France et en Allemagne, et par exemple, un salarié qui peut être reconnu invalide en France, l'Allemagne va dire que non, il est quand même encore capable de faire au moins ça et ça comme petite tâche, donc il est encore capable de travailler. Ce qui, a priori, peut paraître logique. Oui, mais encore faut-il trouver les métiers effectivement adaptés.
Quelques données sur le fonctionnement de ce comité, Julien. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le siège est situé au centre-ville de Sarreguemines, dans la maison des syndicats. C'est 1 rue de la Paix, c'est à côté du conservatoire. Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, c'est une association créée en 1977 et qui compte environ 9000 adhérents. Peut-être l'occasion de rappeler du coup le nombre de travailleurs frontaliers. Il y a 19 000 personnes qui vivent en Moselle et qui travaillent en Sarre. Et on monte à 23 000 si on compte aussi ceux qui travaillent en Rhénanie-Palatinat. Et ça, bien sûr, ça comprend aussi bien les Français qui franchissent la frontière pour aller travailler en Allemagne que les Allemands qui ont décidé de vivre en France. On reste dans le transfrontalier, alors pas de frontière pour la police, exemple à Sarreguemines lors d'une opération franco-allemande de contrôle routier. Wir kooperieren mit der Police wie auch mit der Gendarmerie. Nous coopérons avec la police ainsi qu'avec la gendarmerie dans les environs de la frontière. Nous faisons par exemple ensemble des contrôles routiers comme aujourd'hui, plusieurs fois par an. Nous faisons aussi régulièrement des rencontres informelles. Des patrouilles mixtes sont aussi régulièrement effectuées par des tandems franco-allemands, par exemple en période de marché de Noël. Alors apprendre à travailler ensemble est intéressant, mais j'imagine que pour un contrôle routier, il n'y a pas besoin d'être à deux. Je veux dire, la police française peut très bien le faire tout seul. Alors quel est l'intérêt majeur de ces coopérations ? Alors, bien sûr, ça met en place des habitudes de travail en commun, mais là, c'était aussi une opération de visibilité. C'était vraiment montrer que la police est présente et qu'on peut se faire contrôler, effectivement, aussi bien par des policiers français que par des policiers allemands, et ce, aussi bien sur le territoire français que sur le territoire allemand. Les lois le permettent, et c'est effectivement mis en place. Et puis, d'un point de vue du chiffre, ça permet, à un moment donné, pour une grosse opération comme celle-ci, d'avoir beaucoup plus d'effectifs disponibles. Donc ça a cet énorme avantage aussi. D'accord. Et donc j'imagine que tout est comptabilisé des deux côtés de la frontière. Comptabilisé 2 fois. Non, on ne paye pas 2 amendes. Et de toute façon, alors les policiers allemands, par exemple, quand ils sont sur une opération en France, ont grosso modo les mêmes droits que les policiers français, y compris si jamais il y avait quelque chose qui dégénérait par rapport au fait de dégainer son arme, aucun problème, ils ont le droit, ils sont couverts, mais la verbalisation en revanche se fait par le policier français quand c'est en France et par le policier allemand quand c'est en Allemagne. Après la casque, la communauté de communes de l'Albe et des Lacs joue également la carte de la transparence financière. On va d'abord rappeler le contexte de cette rencontre, Julien. Ce qui est en ligne de mire, bien sûr, c'est la prochaine fusion de ces 2 intercommunalités. La casque avait déjà présenté l'état de ses finances et donc là, avec environ 2 semaines plus tard, c'est la communauté de communes de l'Albe et des Lacs qui s'est pliée à cet exercice finalement de transparence. Et puis au final, c'est un bon bilan pour les 2 intercos et ça au moins c'est de bon augure pour la suite. Un bon bilan, on regarde le sujet de Marianne Gabriel. L'analyse des 2 collectivités montre une volonté de gestion similaire, des charges et une fiscalité maîtrisée, un taux d'endettement faible pour la casque et nul pour la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Néanmoins, ces 2 structures présentent aussi des différences majeures. D'abord, en termes de fiscalité, la casque est à fiscalité professionnelle, tandis que la CCAL est à fiscalité additionnelle. Il faudra voir comment assurer le besoin de financement de la nouvelle entité sans alourdir la fiscalité des ménages et sans creuser les inégalités fiscales. Alors, 2 nuances dans ce reportage que nous allons tenter d'expliquer, Julien. Alors, quelle est la différence entre une fiscalité professionnelle et une fiscalité additionnelle ? Alors déjà, il faut savoir que c'est ça l'énorme différence qu'il y a entre ces 2 intercos, c'est le fait d'être un système de fiscalité différent. Du côté de la casque, c'est l'application de la fiscalité professionnelle unique. Donc la casque perçoit la CFE, la cotisation professionnelle des entreprises, et en contrepartie, elle reverse aux communes sur lesquelles sont implantées des entreprises des subventions de compensation. Tandis qu'à l'heure actuelle, dans le territoire de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, les entreprises versent cette taxe directement à la commune dans laquelle elles sont implantées. Et donc, en revanche, l'Interco applique la fiscalité additionnelle. C'est elle qui vote le taux et qui perçoit le produit des 4 taxes locales directes. Alors, pour rappel, ce sont la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la contribution économique territoriale acquittée
par les entreprises. Et alors je devance peut-être ta question suivante, mais pour l'avenir, la question ne se pose pas dans le cadre de la fusion. La fiscalité professionnelle unique est obligatoire pour les communautés d'agglomération créées après la publication de la loi du 12 juillet 1999. Donc ça sera forcément de la fiscalité professionnelle unique. Il reste à mettre à plat l'ensemble des compétences. Alors on va peut-être tout juste rappeler le délai qui est accordé à nos deux intercos. Une petite année, puisque c'est au plus tard le 1er janvier 2017 que la fusion doit être effective. 10 bougies et 10 années de challenge pour l'acteur de l'industrie automobile Magna Lorraine Emboutissage. Julia, la fiche d'identité de cette entreprise. Alors, Magna Lorraine Emboutissage, qu'on abrège bien souvent MLE, elle est implantée sur la mégazone d'Henryville. 220 personnes y travaillent pour produire des emboutis pour la plupart des grands constructeurs de l'automobile. Un événement a marqué les 10 ans donc, de MLE, l'occasion pour Jean Birkel de nous résumer son histoire. Fin novembre 2003, il n'aura fallu à Jean Salin qu'un mois, un seul, pour signer un contrat de 150 millions d'euros sur 7 ans avec PSA, dans le but de produire les emboutis pour la Peugeot 207, modèle phare de la marque au Lyon. Un projet immense qui a demandé un investissement de 34 millions d'euros de la part du groupe Magna, et une réactivité sans pareil des services de l'État et de la région. Un an après, on posait la première pierre, 2 ans plus tard, on inaugurait l'usine. Et vendredi dernier, quelques 700 personnes ont participé à la fête des 10 ans de MLE. Une marche œcuménique en direction de Paris. Pourquoi Paris, Julia ? Eh bien Paris, tout simplement parce que la COP21, donc la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, se déroule à Paris du 30 novembre au 11 décembre. 140 chefs d'État et de gouvernement vont venir et ça en fait du coup l'une des plus importantes conférences diplomatiques qui ait jamais organisée en dehors, évidemment quand même, des Assemblées Générales des Nations Unies à New York. Alors le but de cette marche dans le reportage de Christophe Landerger. Le but de ce pèlerinage, qui a fait étape à Sarrebruck, Schoneck et Forbach, sensibiliser en amont à la dimension mondiale du changement climatique. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, c'est impensable de brûler et de gaspiller autant de charbon et de bois. Nous devons mettre en place et utiliser des énergies alternatives et nous devons aussi ne pas avoir peur des autres consommateurs qui traversent les frontières. Le monde compte aujourd'hui à peu près 8 milliards d'habitants et nous devons partager cette terre. On file au centre-ville de Sarreguemines. Alors le parking souterrain du carré Louvain a réouvert donc suite à des travaux menés par la ville malgré le litige en cours. Oui, donc en fait il s'agit de 52 places de stationnement qui étaient condamnées depuis 5 ans déjà parce qu'avec les malfaçons c'était beaucoup trop dangereux et la ville, alors il y a des problèmes de malfaçon, le litige est en cours, c'est porté devant les tribunaux, donc entre la ville et le promoteur, mais la ville de Sarreguemines a décidé de ne pas attendre, parce que ça prend du temps en justice, et a donc décidé de réaliser ces travaux, pour le moment assez frais, mais bien évidemment la ville garde les factures. Et le niveau 2 de ce parking reste toujours fermé, il est dans un piteux état. Oui. L'état d'urgence est une situation exceptionnelle. À ce sujet, on écoute la phrase de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, prononcée cette semaine sur ce plateau. Nous restons dans un état de droit très encadré, mais il y a des circonstances de fait qui peuvent avoir des impacts sur l'exercice réel de nos libertés publiques pendant une période déterminée. Alors des impacts sur l'exercice réel de nos libertés publiques. Explication de Julien. Alors, il y a énormément de choses qui peuvent être décidées par le préfet seul. En fait, ça lui donne beaucoup de pouvoir, notamment pour tout ce qui est de perquisition administrative et à toute heure du jour et de la nuit. Concrètement, pour l'ensemble de la population, il y a aussi la possibilité d'instaurer un couvre-feu. Alors, pour le moment, ce n'est pas le cas en Lorraine, ni dans certains quartiers, ni nulle part. Mais malgré tout, ça reste une possibilité pour le préfet. Pas vraiment d'interdiction particulière, sauf ce week-end, samedi, dimanche et lundi, toute manifestation festive ou revendicative est interdite sur la voie publique en Moselle. Alors il y a quelques exceptions quand même. Les hommages aux victimes des attentats ne sont pas concernés, les marchés de Noël ne sont pas concernés et pour ce qui est des festivités pour la Sainte-Barbe, elles peuvent avoir lieu, mais à condition que ce soit dans des lieux fermés. Fin de l'essentiel de l'info. Merci Julien. Bon week-end. Restez avec nous. Dans un instant, nous partons dans les coulisses des cafés Gurdner.
Bea Johnson et sa famille génèrent 1 bocal de déchets par an. Passionnée et optimiste, Bea est devenue la porte-parole mondiale du mode de vie zéro déchet. Rencontrez-la vendredi 27 novembre à 20h30 à la maison de quartier Beausoleil à Sarreguemines lors de sa conférence intitulée « Comment j'ai réalisé 40% d'économies en réduisant mes déchets ». Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour les fêtes, découvrez le marché de Noël au CHS de Sarreguemines. De nombreux chalets décorés vous proposent une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Les 27, 28 et 29 novembre, de 12h à 18h. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC reçoit samedi l'AS Nancy-Lorraine 2 pour la 9e journée de championnat. Face à une équipe qui vise la montée en CFA, les faïenciers comptent bien ne pas se laisser faire. Plus de sport, c'est en direct, samedi à 18h sur Mosaïque. Au fil des ans, l'enseigne Gürtner s'est fait une renommée en Moselle-Est. Nous avons eu le plaisir de rencontrer dans les coulisses de la torréfaction des cafés Laurence Gürtner, la patronne. Elle nous raconte la formidable histoire d'une passion et d'un savoir-faire transmis par ses parents. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Laurence Lux Gürtner, je suis torréfactrice de café et j'exerce entre autres à Sarreguemines et à Forbach. Notre société, Café Gürtner, existe depuis 1966. Au départ, c'était mes parents qui avaient cette activité. Ma mère était en boutique et mon père s'occupait en fait de revendre le café dans les cafés, hôtels, restaurants, les CHR du coin, de la région. Il s'occupait également de la torréfaction de café. Donc ça fait depuis 1966 et moi j'ai repris l'activité en 1999. J'étais attirée par ce métier d'une part parce que j'ai grandi dans ce milieu, j'ai connu que ça. J'ai toujours donné des coups de main, j'ai travaillé avec mes parents lorsque j'étais jeune, mais également parce que en fait, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce à Paris et en fait c'était la continuité de ce que j'ai appris. Gürtner, c'est une marque qui a une notoriété, qui est présente en ville grâce à la boutique à Sarreguemines, maintenant à Forbach également. Nous sommes présents dans les cafés, hôtels, restaurants, auprès de boulangeries et d'épiceries qui sont revendeurs de notre café. Donc c'est vrai qu'on est vraiment présent, localement on est bien implanté, bien présent. En 1966, mes parents désiraient reprendre une boutique et ils ont cherché, ils ont trouvé une torréfaction de café. Elle existait déjà, elle était bien implantée sur Sarreguemines. Le produit les intéressait fortement, donc ils se sont lancés dans cette activité. C'était une toute petite boutique qui vendait que du café. À l'heure actuelle, nous sommes une équipe de 7 personnes. Donc dispatchés entre la boutique de Sarreguemines, la boutique de Forbach et la revente auprès des revendeurs et des cafés, hôtels, restaurants.
faut un savoir-faire, c'est clair, il faut surtout être motivé et aimer le produit. Mon père m'a appris ce métier de torréfactrice et c'est vraiment un métier très très enrichissant parce qu'on voyage dans le monde entier par la tasse, on voyage et il y a des arômes et c'est subtil et c'est très agréable à voir. Il faut connaître son produit, c'est-à-dire qu'il faut déjà connaître le café à sa base, comment il est planté, les variétés, chaque variété donne des goûts différents. Donc en fait, le métier de torréfacteur, c'est de savoir transformer le café vert qui n'a pas d'odeur, qui est dur, en café torréfié qui est comestible. Et là, à partir de ce moment-là, on transforme le café, il faut avoir l'œil, il faut savoir à quelle température il faut aller, il faut savoir à quel moment est-ce que le café, on le torréfie plutôt robe de moine, plutôt corsé, plutôt noir. Il faut savoir où on va, avec quel cru, avec chaque cru, on va torréfier différemment. Donc, et ça s'apprend. Le métier de torréfacteur, c'est de connaître son produit et de savoir l'identifier et de donner des saveurs à chaque cru. Et donc, on a des grands crus, mais aussi on a des assemblages. Et mon métier, c'est de savoir assembler plusieurs arabicas pour donner un blend, un mélange qui sera exceptionnel à la tasse. Le fait de voir mon père torréfier le café m'a toujours interpellée, intéressée. Une torréfaction dure 20 minutes, il y a plein de choses qui s'y passent pendant ce moment-là. Il y a tous les arômes qui se dégagent au moment de la torréfaction. Il y a une augmentation de 50% du volume du grain. Est-ce que je veux avoir une couleur très claire, une couleur robe de moine, une couleur foncée pour le café? Chaque torréfacteur va torréfier des cafés qu'on connaît, des grands crus. Mais notre métier, c'est de savoir assembler ces grands crus et de pouvoir faire des assemblages propres à chacun. À chaque torréfacteur, on ne trouvera nulle part un autre mélange, le mélange identique. J'ai déjà vu des plantations au Mexique, mais effectivement, je souhaiterais absolument refaire des voyages d'études pour approfondir tout ça, parce que c'est quand même différent quand on est sur place que lorsqu'on apprend comme ça par les différentes voies d'information qu'on peut avoir. Quand on rentre dans la boutique, forcément on sent le café, alors là c'est vraiment une explosion d'arômes. Unanimement, c'est vrai que les gens adorent sentir le café, même si tous n'aiment pas le boire ou peuvent le boire. Mais c'est vraiment unanime, cette odeur est vraiment très appréciée. Alors la boutique, c'est vrai que j'ai plein de produits dans cette boutique. La boutique a évolué au fil du temps, au fil de ses 50 ans. Et à côté du café, on trouve du thé. Donc l'odeur de thé, l'association du café, du thé, du chocolat, de toute cette épicerie fine fait que c'est des odeurs, des saveurs magiques.
les dernières nouveautés. Je suis toujours à l'affût des dernières nouveautés. J'adore avancer, je consulte, je vais dans les salons, je consulte les magazines. Dans mon milieu professionnel, je suis tout ça. Et j'aime bien toujours être à l'affût de tout ce qui arrive, de toutes les tendances. Toujours être à l'avant-garde si je peux le faire. Et c'est ça qui donne envie aussi, parce qu'on se lasse de tout, même les plus belles choses, si elles sont là et si c'est figé, ça ne sert à rien. Donc toujours des nouveautés, des choses, et dans toutes les marques et dans tous les produits. C'est une diversité. Le fait d'être indépendant, d'avoir ma boutique, avec les produits que je choisis, avec la diversité qu'on peut avoir, ça donne une richesse. C'est pas formaté, on ne retrouve pas ma boutique partout ailleurs, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut avoir des boutiques, des chaînes et des choses comme ça, mais c'est toujours, où qu'on aille, c'est toujours la même chose. Alors que chez moi, on découvre toujours autre chose, on se laisse surprendre et en fait, de pouvoir gérer et de pouvoir tout avoir, de tout faire soi-même, même si c'est un petit budget, à petite échelle, mais je prends toutes les décisions. Et c'est des décisions, elles ne sont pas toujours faciles à prendre, mais c'est ça qui est enrichissant dans ce métier. Je suis entourée d'une bonne équipe, je suis vraiment satisfaite, tout le monde suit, va dans le même sens, va dans le même mouvement. Beaucoup d'idées de la part des unes et des autres, chacune apporte une pierre à l'édifice et c'est vrai qu'avec la complexité de mon travail, surtout avec le fait qu'il y ait la torréfaction et qu'on produit, c'est vrai que chacune des filles trouve sa place. Une à la torréfaction de café, l'autre en tant que commerciale, les autres en tant que vendeuse, une responsable à la boutique de Forbach. Chacune est impliquée et c'est vrai qu'on a une bonne équipe et je pense qu'on le sent bien en boutique. Je ne donnerai pour rien au monde cette activité. Je remercie mes parents qui l'ont lancée, qui l'ont bien lancée. Et moi, je m'attelle à essayer de faire au mieux, apporter encore une pierre à cet édifice, me diversifier encore. J'ai plusieurs pistes, mais aujourd'hui, comme tout ça n'est pas concrétisé, je ne souhaite pas effectivement en parler trop vite, mais c'est vrai que je souhaite encore évoluer, continuer à me développer. C'est une société, les Cafés Gürtner, c'est une boutique qui me tient à cœur. Et je souhaite encore, dans ces 20 prochaines années, continuer à évoluer et à apporter quelque chose d'autre.